Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans Overtime. 2 matchs déjà, des demi-finales qui sont passés. Beaucoup de choses à vous dire en ce lundi midi pour ce 31e épisode de notre podcast préféré avec Jonathan Fillon. À mes côtés, salut Joe. Salutations David. Écoute, dans le chat, c'est déjà très actif. On a des salutations de Georges-Henri, de Sarah, de Vladi, de Yannick qui devait être en vacances. Mais il a fait une petite exception pour nous et quand même là ce midi. Salutations. Merci d'être Yannick avec nous. Sébastien, François également, Fabrice qui sont des habitués d'Overtime NHL. D'Overtime NHL, ça c'est des formations professionnelles. On est lundi. On est lundi. Le week-end a été éprouvant Voilà, pour tout le monde. Clair, c'est clair. Mais oui, des habitués et on vous invite d'ailleurs à nous poser vos questions dans le chat comme d'habitude. Au menu aujourd'hui, on reviendra bien sûr sur les 2 demi-finales, hein, vu qu'il y a déjà 2-0 pour Zurich et Zug dans ce championnat de National League. On fera aussi le bilan du HC La Chaux-de-Fonds qui a terminé sa saison la semaine dernière. Et nous, on passera aussi un bon petit bout de temps avec le 3e larron dans la fête aujourd'hui de cet Overtime. Salut Pascal Eberhardt. Salut David, salut Jonathan, salut tout le monde dans le chat. Salut Pascal, Pascal, quand même, t'as vécu une période de prolongation, disons-le, courte hier. T'es quand même chanceux parce qu'il y en a qui ont veillé plus tard que toi, faut le dire, depuis le début de ces séries. C'est pas faux. Mais bon, quand Oui, Pascal est aux commentaires... C'est sûr que c'est une prolongation. C'est hein. une prolongation. D'ailleurs, c'est moi qui Non, anime. c'est pas vrai, alors ça c'est un mythe. Hein. Là, c'est moi qui anime le studio. Pascal, est-ce que tu commandes demain juste pour savoir si je dis à ma copine de pas m'attendre pour après le Dis-lui de studio? toute façon de pas t'attendre parce que je crois qu'entre Zurich et Fribourg c'est parti pour durer. Ouais, c'est ça. Ben, justement, David, la transition est toute faite. On va se concentrer sur Fribourg-Gotteron et sa série contre Zurich. Exactement, hein. Les 2 équipes ont beaucoup de peine à se départager depuis le début de cette demi-finale. On disait que ça allait être serré et disputé. Alors si l'on regarde le score simplement des résultats, c'est 2-0 pour les ZSC Lions, mais c'est 2 matchs en prolongation qui ont eu lieu jusque-là, avec hier encore des Zurichois qui ont mené, qui ont peut-être fait longtemps douter Fribourg-Gotteron dans cette rencontre Acte 2 au Hallenstadion, mais Fribourg a trouvé les capacités de revenir avant de s'éteindre, Joe, finalement, en début de prolongation. Pascal, peut-être toi, hein, tu es peut-être mieux placé, le mieux installé de nous tous à la patinoire. Comment tu as ressenti la prestation des Fribourgeois? Il y avait mieux à espérer. Est-ce qu'il y a eu du mieux aussi par rapport à l'acte 1? Alors, mieux installé, ça je sais pas. Il y a comme des meilleurs sièges au Lunchstadion que celui des commentateurs télé. J'étais sur place, arrête. J'étais sur place, oui, ça c'est un avantage. Écoute, franchement, par rapport à l'acte 1, j'ai trouvé Fribourg plus dominé par Zurich que vendredi soir. Faut réfléchir au jour, hein, c'est compliqué. Par contre, très belle réaction après la mi-match avec notamment le but de Bikoff. On a senti à ce moment-là que Fribourg était nettement supérieur à Zurich pendant une dizaine de minutes. Ça n'a pas suffi. Il y a eu cette pause qui est arrivée, cette deuxième pause qui est arrivée beaucoup trop tôt pour Fribourg-Gotteron. Et puis il y a eu ce petit raté quand même, le 2 contre 1 de Bikoff et Desharnais, où Bikoff choisit de faire la passe plutôt que de prendre le tir sur Ludo Weber. Et puis j'ai quand même relevé ce que le gardien zurichois a dit dans La Liberté, c'est que ça pourrait être 2-0 pour Fribourg. Après, ces 2 matchs, quand même, c'est très serré. Ça joue sur des millimètres. On l'a encore vu hier avec le tir d'Henri Ghetto, 3e tir dans l'équerre du but. Ça joue vraiment à rien et Fribourg pourrait mener. Fribourg pourrait être à 1 partout. Malheureusement, c'est 2-0. Il y a déjà des bons commentaires, je trouve, dans le chat et on va y aller tout de suite. Il y a Fabrice qui dit « Pour moi, ce qui aide le Z, c'est de pouvoir jouer avec 5 étrangers. J'aurais nettement préféré Kovar au but sans Ludo. Et Kovar et Ludo sont 2 très excellents gardiens, mais avec Kovar devant la cage, Zurich jouerait seulement avec 4 étrangers de champ. Ça aurait peut-être changé la donne si Zurich, parce que Zurich est une énorme équipe, on le sait. Et là, en plus, on utilise 5 joueurs de champ, 5 étrangers patineurs. David, est-ce que tu penses que ça fait une différence, ces 5 bien sûr que ça fait une différence, mais ça, c'était un petit peu le coup de poker, la surprise de vendredi de Grunborg, quand on a su assez rapidement la patinoire que c'est Ludovic Weber qui allait jouer la rencontre. On s'est dit, il essaye quelque chose.
en faisant totalement confiance à Ludovic Weber, qui a été son gardien, on va dire, majeur dans la saison régulière, et en sortant Kovar pour mettre un 5e étranger, surtout à l'attaque, vu qu'il part déjà avec Noro et Kivisteux derrière. L'histoire était un petit peu moins belle quand on a appris finalement que Kovar était malade et qu'il a loupé les 2 premiers matchs. Ça aurait été peut-être plus gratifiant pour Ludovic Weber de pouvoir avoir le geste de son entraîneur qui l'amène à être gardien numéro 1. Ça n'a pas été le cas. Mais est-ce que Weber a gagné sa place? Si Kovar est en santé, là, est-ce qu'on garde les 5 étrangers devant qui créent une profondeur incroyable à ce Zurich? Je crois que c'est les mots de Pascal qu'on doit reprendre d'hier. Hein. Pour l'instant, la profondeur fait une différence dans cette série-là. Et Ludo Weber, pour moi, a gagné sa place devant la cage de Fribourg. Et en plus, il fait mal à ses anciens coéquipiers. C'est encore mieux. Je crois que Pascal, tu nous l'as dit hier que tu voulais pas être... Tu fais réflexion, David. Que tu voulais pas être l'entraîneur de Zurich pour décider quand Kovar sera remis de sa maladie qui doit être le titulaire. Parce que oui, Weber est forcément ultra motivé de jouer contre Fribourg-Gotteron. Il avait... la place bouchée derrière Reto Berra, il a saisi son opportunité d'aller à Zurich, il a gagné sa place par rapport à Flueller qui est sur la pente descendante, qui va arrêter sa carrière, qui n'est même pas sur les feuilles de match parce que sa femme attend un heureux événement tout prochainement. Donc Weber est devenu un petit peu l'homme de la situation avant l'arrivée de Kovar. Donc c'est clair qu'avec Kovar, ça redistribue les cartes, mais offensivement, pour revenir vraiment à la question de base, pour moi, c'est clair que c'est un apport énorme. En plus, on fait rentrer dans ses choix, c'est Garretro. Donc vous avez Azevedo, Kruger, Garretro qui sont déjà 3 joueurs ultra dominants dans les mises en jeu. Donc déjà ce secteur de jeu est important pour affronter Fribourg-Gotteron. Qui avait déjà été une domination contre Bienne en première ronde. Et c'est pas n'importe qui. Garretro, c'est peut-être pas le meilleur joueur qu'on a vu ces dernières saisons porter les différents maillots qu'il a évolué en Suisse. Mais c'est quand même un apport supplémentaire. Et quand on voit que la première ligne 100% helvétique avec Andrighetto, Malgin et Hollenstein fait très mal, que Fribourg n'a pas encore vraiment trouvé les bonnes clés pour les arrêter, si eux ne marquent pas, le danger peut venir des lignes 2, 3, 4. Et c'est ce qui fait pour l'instant, à mon avis, ce petit déséquilibre. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, David. C'est que Garretro, sur cette demi-finale, pour l'instant, c'est plutôt en 0,5 qu'un 5e étranger. Ça fait quand même 4,5 à 4, Pascal. Oui, bien sûr. Mais voilà, je ne trouve pas que Garretro... C'est pour ça aussi que contre Bienne, il a été sorti assez rapidement quand il est rentré. Il a joué que 2 matchs et il a été sorti par Grunborg pour l'acte 7 pour mettre Kruger. Kruger j'ai une question. Plus dominant notamment dans les face-offs. Moi, j'ai une question, Pascal. Est-ce que tu penses que sa blessure à la suite du coup de Barberio, on a parlé, oui, c'est une fracture, je pense, à la mâchoire. Il y a peut-être un peu plus, il y a peut-être une petite commotion cérébrale et tout. Est-ce que tu le trouves un peu changé depuis ce coup-là? Parce que moi non plus, je ne l'ai pas trouvé transcendant contre Bienne. Les matchs que j'ai commenté qu'il était là, et même ceux que j'ai regardés qu'il était là, je n'ai pas trouvé que Garrett Rowe était Garrett Rowe. Non, c'est clair, ça a changé quelque chose. Je pense qu'il y a une appréhension. Il n'y a pas forcément des séquelles, mais une appréhension du jeu physique. Il est en tout cas moins près des bandes quand il faut aller gratter. Et c'est là aussi où il a plutôt été bon, parce que quand il déborde sur l'aile, en passant à côté de la bande, généralement il passe et là il n'y va plus. C'est une certitude, mais ça reste quand même un joueur capable d'inventer quelque chose à tout moment. Et c'est aussi ce qu'on a dit dans cette série, qu'on voyait peut-être pas autant avant la série, parce que nous, on parlait beaucoup de l'aspect roman. On parlera bien sûr de Fribourg-Gotteron après en BA, parce qu'il y a eu des bonnes choses aussi effectuées hier. Mais on disait des Desharnais, des Di Domenico, le powerplay vont être les armes vraiment pour lesquelles Fribourg-Gotteron va pouvoir s'appuyer pour construire peut-être son succès dans cette demi-finale. Et on avait peut-être minimisé à Malgin, qui s'était fait quand même méchamment secouer en quart de finale, mais alors qui est en pleine possession de ses moyens. Et je crois que les garçons de cette première triplette-là, si des fois on peut les trouver un petit peu, nonchalants en saison régulière, ils sont en mode play-off. Hein. Il y a un commentaire de François que je trouve très intéressant. Il a tout à fait raison. Zurich a eu une série usante physiquement et psychologiquement contre Bienne. Mais l'entraîneur Grunborg utilise à merveille la profondeur de son équipe. Un peu plus loin, il y a Fabien qui nous dit Andrighetto et Malgin sont bien meilleurs que leurs étrangers. Parfaitement d'accord, ça rejoint ça. Le premier trio est dominant de Zurich, mais les étrangers forment la profondeur de cette équipe-là. Et lorsque tu vois jouer les Desharnais, les Motet, les Di Domenico, les meilleurs éléments de Fribourg restent les meilleurs éléments de Fribourg, mais c'est vraiment la profondeur qu'on voit Zurich passer devant. Et hier, qui a marqué? Baltisberger qui joue sur le 4e bloc et Marcus Kruger qui est merveilleux dans les engagements.
mais qui n'est pas le marchand de points non plus depuis sa venue en Suisse. Donc, oui, Andrighetto a marqué. Oui, Di Domenico a eu 2 passes. Les meilleurs éléments restent les meilleurs éléments de chaque formation. Mais c'est vraiment dans la profondeur qu'on prend un step supérieur du côté de Zurich et qui fait pour l'instant une différence. Et là, on parle, oui, Zurich joue bien et tout ça, mais ça s'est joué en prolongation les 2 fois. Ça pourrait être ce matin 2-0 Fribourg. Si près, mais si loin. Mais le problème, c'est que cette force de caractère fribourgeoise, ils l'ont montré en revenant de 2-0 à 2-2 hier soir. Peu les donner peut-être à renverser cette tendance, à part peut-être les vrais supporters fribourgeois qui croient dur comme fer. Et on peut savoir que quand Fribourg met en marche la machine comme ça peut faire très mal. Et il y avait quelque chose qui me disait que hier, c'était totalement possible d'aller chercher l'égalisation dans la série quand ils sont revenus à 2-2. Malheureusement, Zurich a aussi cette capacité d'être dur sur l'homme, d'être agressif en box-play, de pouvoir aussi contrer le jeu fribourgeois. Et ils les ont assez rapidement éteints derrière le 2-2 finalement, pour ne pas leur laisser croire à une porte ouverte dans leur fief de Zurich. Et ça, c'est aussi une des capacités zurichoises, parce que Fribourg n'a pas pu en profiter pour monter en puissance et espérer gagner ce match même en 60. Ou en prolongation. En prolongation encore, tout était possible. Ça n'a pas duré très long hier soir, mais Fribourg ne doit pas jeter tout à la poubelle ce qu'il a fait jusque-là. D'ailleurs, avant le match, coach Dubé n'avait pas changé grand-chose à son alignement. Il n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre, on est d'accord, mais il n'a pas fait de remaniement dans les lignes et tout ça. Il n'y avait pas besoin de repartir avec des nouvelles idées. On a travaillé depuis septembre sur un concept, un système qui fonctionne. Alors oui, il s'entête peut-être maintenant en début de série contre Zurich, mais il est à ça. Il est à ça. On s'attendait à une série. Pour revenir sur la profondeur de Zurich, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'au début des playoffs, c'est Pedretti qui est en première ligne avec Andrighetto et Malgin. Et qu'un temps, Grönborg a même reconstitué la triplette de l'année passée. Rowe, Andrighetto et Chris Baltisberger. Et maintenant, c'est Olunschan qui a retrouvé sa place avec les 2 premiers. Donc, vraiment, il a du choix, Grönborg, et il l'applique. Et il n'hésite pas à changer au cours de match. À un moment, il a sorti Diem, puisqu'il était un petit peu secoué. Il a mis Eschliman à la place. Il n'hésite pas à changer, il n'hésite pas à adapter son alignement, ce que n'a pas Christian Dubé au niveau du luxe. C'est-à-dire que le 13e attaquant, c'est Jordan Pougro. Il n'a pas joué, il n'a pas griffé la glacière du tout du côté de Fribourg. Derrière, il reste Gaëtan Jobin et Adrien Loupert. Mais c'est pas non plus des joueurs, alors pour les 2 premiers nommés qui ont beaucoup d'expérience en play-off. L'Opère a plus forcément le rythme de la National League, mais peut-être c'est là la solution pour Christian Dubé, essayer d'introduire peut-être l'Opère comme 13e attaquant pour aller il a Otso Rantakari encore. Ça rejoint la question de Steve qui dit qu'il faut changer de joueur à Fribourg, toujours Rantakari qui est surnuméraire, Laupert et Jobin. Quand vont-ils jouer? C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'il y aura des changements dans la formation de Fribourg? Parce que comme tu as dit, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. On s'attendait à une série serrée. Et les 2 matchs se finissent en prolongation. Là, c'est sûr qu'on est plus négatif qu'on devrait l'être. Puis ça semble une montagne, un 0-2 contre Zurich. Mais c'est encore faisable. Et je vais continuer sur la question là, de Gaëtan qui nous demande, pensez-vous que Fribourg peut revenir? Si oui, quelles sont les clés? Un premier but. Le premier but du match, jouer avec une avance. Pour l'instant, Fribourg n'a jamais joué avec une avance dans ce match. Donnez une avance à Reto Berra, s'il vous plaît. Et tu étais au match à Fribourg, à la BCF Arena, le premier de la série. Et je me souviens que tu m'as dit que c'était pas la monstre ambiance, c'était pas la monstre fête. Il faut que demain, la BCF Arena soit la BCF Arena qu'on a connue cette saison. Il faut que ce soit intimidant pour Zurich et qu'on joue avec une avance du côté de Fribourg pour reprendre la confiance. Ça n'a pas été, Joe, parce que avant le match, tout était beau et tout. Fribourg retrouve, après 8 ans, sa place en demi-finale. Mais le match a été crispant parce que Zurich a mené au score par 2 fois et aussi parce que Fribourg n'a pas réussi à emballer ce match et que ce n'était pas un vrai match de play-off, comme j'aime le dire, où il y a des contacts, des histoires, des charges, des rebondissements, des tirs sur les poteaux. C'était un match où plus les minutes avançaient pour l'acte 1, plus la faute était interdite. Donc, plus de mise en échec le long de la bande. Essayer de ne pas mettre la canne dans les patates de l'adversaire. Donc, il y avait ce faux rythme qui est pour nous
difficile à commenter, parce que difficile à entrer vraiment dans le match, et difficile à vivre pour le spectateur, parce qu'il a poussé, on l'a entendu, ce public de la BCF Arena, mais pas comme des soirs de grandes fêtes où vraiment il est l'élément presque principal qui amène les joueurs à se transcender. Et bien sûr qu'il attend que ça, parce que pour l'instant, le public comme les joueurs fribourgeois doivent être un peu frustrés de la situation, parce qu'ils sont si proches et ils sont menés 2-0. Donc c'est clair que si demain soir, Fribourg va de l'avant, le public va aussi le comprendre et tout faire pour pousser. Enfin, ça, c'est le sentiment. Mais après, ce premier but, il faut aussi savoir le marquer. Pascal, il y a Christian qui demande 2 prolongations jusqu'ici dans cette série. Est-ce que ça ne va pas être la fraîcheur physique qui va décider de cette demi-finale? Et là, évidemment, on pointe peut-être un peu plus du côté de Fribourg qui a que joué 5 matchs, mais il ne faut pas oublier que Zurich s'est rendu en 7 contre Bienne, mais avait devancé ces matchs. Donc, a quand même eu une pause un peu plus longue. C'est comme s'ils auraient fini en 6. Oui, ils ont joué un match de plus, là, mais niveau pause, c'est comme si la série s'était terminée en 6 matchs. Alors, je dirais, parce que j'ai reçu un message hier quand j'ai fait les temps de jeu des prolongations d'un de nos pigistes, que oui, effectivement, Zurich a plus joué au niveau temps de jeu, mais quand tu joues plus de prolongations, plus de périodes de prolongation, c'est pas forcément la même rotation au niveau de tes lignes, le même temps de jeu. Par exemple, si tu prends Philippe Fourère, là, quand il marque le but à la 105e minute, il joue quasiment 20 minutes en prolongation sur les 45 qui ont été disputées, tandis qu'il a joué une quinzaine, 18 minutes lors du temps réglementaire. Après, il y a aussi cette fatigue mentale des prolongations. C'est beaucoup plus stressant, c'est beaucoup plus prenant, il y a beaucoup plus euh, de stress de ne pas faire de fautes, et ça se reflète aussi parfois sur la deuxième prolongation, où les équipes sont moins dans le jeu et plutôt dans le bago-bago à pousser le puck pour éviter ces erreurs. Donc je pense qu'il y a certes une fatigue physique du côté des ZSC Lions qui ont pu récupérer un petit peu avec ce jour de congé offert par le calendrier du Hallenstadion, Stadion, mais aussi une fatigue mentale du côté de Fribourg liée à un grand nombre de prolongations Bon. disputées contre Lausanne. Moi, j'ai une question, messieurs. Fribourg s'en est sorti 4-1 dans sa série contre Lausanne, certes en allant souvent en prolongation, mais pas mécontent de la tournure qu'a pris ce quart de finale. Zurich a peiné face à Bienne, mais non, sont vraiment trop puisés dans ses ressources, dues aussi à sa profondeur et tout ça. Est-ce que Fribourg est à sa limite maintenant? Est-ce que Fribourg tombe sur un os? Comme nous le dit quelqu'un dans le chat, c'est Anto Prieto. Ouais. Ou est-ce que Fribourg, pour l'instant, est juste finalement mal payé des situations, Joe? Est-ce qu'on est en train de vivre un peu les contre-coups de la fin de la saison? Je m'explique. Oui, Fribourg a gagné contre Lausanne, mais à 5 contre 5, c'est quand même Lausanne qui a dominé une grande partie du jeu. On ne reconnaissait pas nécessairement le Fribourg. C'est les unités spéciales qui ont vraiment payé pour Fribourg-Gotteron dans la première ronde. Le jeu à 5 contre 5 n'était pas parfait, n'était pas le Fribourg dont on a été habitué en première ronde. Là, on affronte une équipe qui, niveau unité spéciale, on pourrait les comparer à Fribourg. Contre Bienne, ils étaient bons en powerplay, ont été excellents en désavantages numériques. Est-ce que Bienne a été mauvais ou est-ce que Zurich a été bon? À vous de juger. Moi, je pense que Zurich a très bien fait en infériorité numérique. À 5 contre 5, je pense que les meilleurs moments, là, ou un des meilleurs moments des playoffs de Fribourg, c'est la deuxième période du dernier match où est-ce qu'on a vraiment dominé Zurich. On a marqué 2 buts. Là, on sentait qu'on reprenait confiance, qu'on retrouvait Fribourg-Gotteron. Donc non, je pense pas qu'on est à la limite des performances. Je pense juste que là, on doit un peu se ressaisir niveau 5 contre 5. On doit trouver une façon de dominer les matchs comme on l'a fait, de mettre du trafic devant Ludovic Weber, de lui compliquer la vie. C'est un grand gardien, Weber. C'est un très bon gardien. Faut le déranger. Et là, je ne dis pas de le frapper, mais mettez des gros bonhommes devant, mettez de la circulation devant lui, reprendre un peu l'identité de Fribourg-Gotteron dans cette série-là. Et ça va commencer par jouer avec des avances, de marquer un but rapide, d'être devant ses spectateurs, d'être soulevé par la foule et de retrouver ce Fribourg-Gotteron que même en première ronde, oui, c'était une belle victoire de 4-1, c'était réjouissant de les voir jouer, mais le 5 contre 5 ne m'avait pas convaincu. Moi, c'est cette impression-là que c'est le vrai Zurich qu'on voit
et que ce n'est pas encore le vrai Fribourg-Gotteron. Je m'explique. Le vrai Zurich, parce que après l'interview que j'ai réalisée vendredi avec Maxime Noro, j'ai un petit peu pu discuter avec lui. Et je l'ai un petit peu chatouillé sur ce qu'il m'a dit à l'interview en disant que en ce moment, les partisans au Hallenstadion étaient bruyants. Et moi, à la fin de l'interview, j'ai dit, bon, Maxime, tu dis en ce moment parce que ça veut dire que toute la saison, ils ne l'ont pas été. Et puis, il n'a pas vraiment répondu parce qu'il ne veut pas avoir de problème, même qu'il va changer de crèmerie la saison prochaine. On va répondre pour lui. Donc, voilà. Et il me dit, mais on a été, et c'est un mot qu'il a utilisé assez fort, suffisant contre Bienne. C'est-à-dire que ça, c'est le Zurich qu'on connaît. C'est ce Zurich qui arrive à s'endormir pendant des longues minutes dans un match, qui se croit plus fort que l'adversaire et qui finalement se retrouve à perdre. Et ils se sont fait peur contre Bienne, les Zurichois. Et ça, ils le savent que contre Fribourg-Gotteron, c'est interdit, parce que le niveau est un petit cran au-dessus. Je ne dis pas que Bienne est vraiment moins bon que Fribourg-Gotteron, mais c'est des demi-finales, il y a de l'enjeu. Et Zurich tient vraiment à retrouver sa place en finale et avec Grunborg à la barre, d'essayer d'aller jusqu'au bout. Donc Zurich a monté le tempo. Et Fribourg arrive sur le RIP de Lausanne, contre lequel il s'est beaucoup appuyé sur les buts en powerplay. Et pour l'instant, il faudra trouver d'autres solutions. Là, on voit beaucoup dans le chat qu'on nous dit que il faut sortir Brodin, qu'on ne voit pas et tout. Alors, est-ce que vous sortez... Tiens, Pascal, est-ce que tu sors Brodin pour faire rentrer Lauper? Est-ce que tu sors Brodin pour faire rentrer Rantakari? Est-ce que tu mets Jobin? Si tu es coach, là, qu'est-ce que tu fais? Le choix, il est très compliqué parce que Brodin, c'est un des rares qui va devant le gardien du côté de Fribourg et qui va se mettre vraiment tout proche de Ludo Weber. Plusieurs fois, il était avec un patin dans la pâture bleue à toucher les jambières, tout ça. Donc, Lauper est peut-être un petit peu moins dans ce style-là. Après, c'est clair que là, au niveau défensif, je pense que Noufner manque, notamment aux côtés de Diaz. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué non plus. J'ai vu là un tweet de Pierre Chouvet de La Liberté ce matin qui disait qu'il était sur la glace mais avec un maillot distinctif, donc il ne va pas jouer demain non plus. Mauro Noufner, à moins d'une grosse surprise. Donc peut-être essayer le duo Rantakari-Diaz. Mais dans ce cas-là, il va falloir que la quatrième ligne de Fribourg, elle aille charbonner vraiment. Parce que il n'y aura plus que Hausener et qui Lauper, oui. Jobin, c'est pas un joueur physique. C'est pas non, mais il peut apporter sa vitesse. Mais c'est pas ça dont elle a besoin, la quatrième ligne, actuellement. Et si Dubé le met quelque part, c'est en quatrième ligne. Donc c'est plutôt Lauper qui doit entrer pour aller faire le travail que fait Brodin avec la même qualité. Ensuite, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au public, c'est vrai qu'hier, il a fallu attendre le début de la prolongation pour réellement entendre le public du Hallenstadion. Ça s'est entendu à la télé d'ailleurs. Hein. À la télé, je regardais le match là, et je me suis rendu compte. En fait, au début de la prolongation, Pascal, j'ai l'impression que tu avais un peu la même ambiance que moi lors du match numéro 7, là, quand Zurich a pris les devants dans ce match-là. Oui, mais c'est un public qui est très présent dans les grands événements, donc les classiqueurs contre Davos, les finales, les matchs 7. Ces moments-là, le public du Hallenstadion, il va se réveiller. Hier, ils ont sorti leurs 2 animateurs avant le match. Ils nous ont fait tout un speech sur le t-shirt qu'ils ont sorti avec la Mission to 10 pour aller chercher un 10e titre de champion suisse. Ils ont essayé de motiver. Ils ont fait leur Fall Gas CDC un peu plus lentement que d'habitude. Et au début du match, ça n'a pas répondu, quoi. C'est flat. Voilà, il y a des questions encore dans le chat. N'hésitez pas à continuer de nous en poser. Je vais prendre tout d'abord le commentaire de Marc qui m'invite à aller faire un discours dans le vestiaire de Fribourg. Si on m'invite, je vais y aller. Il y a Mélanie qu'on salue, Mélanie Gobet. Je suis pas sûr que tu ferais le malin au milieu du vestiaire de Fribourg. Non. Derrière mon micro ici, c'est facile de faire le malin. Mais dans le vestiaire... c'est bon. Il y a Mélanie qu'on salue qui demande, et Ludo qui connaît très bien les attaquants adverses, Ludovic Weber, est-ce que ça peut jouer un rôle? Moi, personnellement, je pense pas. Ça fait 2 ans là, qu'il est parti et de toute façon, les joueurs se connaissent un peu tous dans cette ligue-là. Moi, je pense que c'est plus une question de motivation de battre ses anciens coéquipiers parce que, oui, l'équipe n'a pas énormément changé, mais il y a quand même des nouveaux éléments. Il y a quand même... et c'est aux joueurs de se réinventer et d'essayer de battre le gardien. Le gardien... oui, les systèmes de jeu ont changé depuis qu'il est parti, donc moi, je pense plus que c'est une question d'orgueil. C'est aussi... Orgueil. Regarde qui marque hier. Bikoff,
Il s'est entraîné avec Ludo pendant de nombreuses années. Et Motet. Motet. Ludo Donc, connaît et bien Motet, son c'est un de ses tir. potes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et Mélanie, elle va s'en souvenir. On avait fait un reportage avec Mélanie sur Kylian Motet il y a de cela quelques saisons. Parmi les amis qu'on lui avait demandé d'inviter pour l'interview, il y avait Bikoff et Weber. Ah, c'est une certitude. Mais je pense qu'il y a aussi un énorme sentiment de satisfaction quand tu es Ludo Weber et puis que quand Motet traverse toute la glace de manière rageuse, c'était en fin de match ou en début de prolongation, et Ouais, tu qu'il sors arme la un slap mitaine. shot et puis qu'il va le chercher avec le gant. Je pense que tu as de quoi te relever et puis de bomber le Ah, torse on pour peut- un petit on peut peu imaginer- provoquer ah, l'adversaire. tu oui. vois. J'évoque un petit souvenir de Jonathan. On peut se souvenir de Patrick Roy et de son fameux clin d'œil. Ludo Weber est trop jeune pour s'en souvenir, mais je pense que c'est Si, ce genre de réaction qu'il a dû avoir. Si Motet passait devant Weber, je pense qu'il y avait un petit clin d'œil Ouais. qui se serait donné. Hein. Du moins, Un c'est une question échange vocal, en tout cas, d'orgueil. ça, c'est sûr. On n'a pas de questions dans le chat. Pascal, toi, tu en as peut-être une. Mais Motet, on l'a vu quand même touché à l'épaule, Ouais. bien se faire masser pendant le match. Est-ce que tu as pu en savoir un petit peu plus ou forcément en playoff, c'est silencio stampa? Alors, c'était assez silencio stampa du côté de Fribourg. Hein. Toutes les interviews, c'était au bord de glace, alors que d'habitude, c'est plutôt à côté du vestiaire ou à Lunchstadion. Et là, Et il a rejoué. écoute, C'est il a le rejoué. plus important. Il a rejoué très Il a vite. rejoué D'ailleurs, son slap shot d'ailleurs et après sa blessure et Oui. après le ouais, massage. exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est après le coup. Je pense il a surtout été surpris par le choc et ça lui a fait une petite tension dans le muscle. Euh, il serait pas forcément revenu aussi vite au jeu si c'était un peu plus grave. Après, combien de joueurs ne sont pas à 100% dans ces différents alignements en playoff? Hein? Plusieurs joueurs jouent Alors, je blessés. pense que 100%, Rantakari doit être à 100%, Jobin doit être à 100%, Bougro peut-être à 99%. Non, ils sont tous des petits bobos quelque part Oui. qui traînent, c'est clair là-dessus. Après, je sais pas non plus quelle a été l'influence de la chute de Reto Berra juste avant le troisième tiers, parce qu'il a comme j'ai encore été regardé avec le multiview qu'on a à disposition. Il prend comme une sacrée secouée contre la bande sur sa faute de quart et la petite coche qu'il avait. Je sais pas si ça l'a déconcentré pour la suite du match ou pas, mais Ce qui est voilà, sûr, c'est qu'il s'en veut à la fin du match, Berra. ah oui, il s'en veut, mais parce qu'il remet pas bien le puck à sous terre et derrière c'est quelque chose il y a eu une mauvaise communication entre les deux sur cette prise de puck en fond de patinoire et voilà. Genre, Après, on voit aussi il- dans cette demi-finale, Joe, que l'erreur est interdite à ce niveau-là. Ah oui, Euh, mais là, t'as probablement la moindre petite perte de puck en face, c'est... T'as probablement ça snipe, les. Puis on va en parler après de la deuxième demi-finale. T'as probablement les 4 meilleures équipes du championnat. Chaque petite erreur va être coûteuse. Ça se joue à des. Ben, on le voit, ça se joue à un but. Bon, il y a eu le premier match à Zug qui s'est terminé 3-0, mais qui était très serré. Un but dans une cage vide. Mais tout là va se jouer par des millimètres. Chaque présence, tu dois donner absolument tout ce que tu as parce que chaque but est coûteux. Chaque but peut changer un match du début à la fin. Chaque victoire peut changer une série. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'acte 3 va être un match clé dans cette série-là parce que Pour les si deux séries. Fribourg, Pour les deux deux séries, mais si Fribourg perd un deuxième match à la maison et que là doit aller chercher 4 victoires de suite là, pour espérer l'emporter. On a déjà vu un 0-3, 4-3 cette année. C'est déjà rare d'en voir une fois. Ben là, 2 fois en une année, moi, je serais plutôt négatif, mais c'est vraiment des séries qui sont hyper intéressantes, qui sont très, très serrées. Et je vais relancer Pascal avec une question qu'on a dans le chat. Et je la trouve intéressante. Parce que moi aussi, je reste sur mon appétit. C'est Fabrice qui nous demande, Pascal, est-ce qu'on est en droit d'attendre plus de Raphaël Diaz? Il n'a pas le sentiment qu'il est au niveau qu'il avait lorsqu'il est parti de Zug. Je comprends que son rôle a changé. Mais quand même, on parle du capitaine d'équipe nationale, on parle d'un gars qui a été champion la saison dernière, on parle du corps arrière de Zug dans ce championnat 2021. On ne retrouve pas vraiment ça de Raphaël Diaz à Fribourg. Est-ce que toi aussi, tu es un peu sur ta fin de ses performances? Écoute, il a quand même fait 2-3 très bons jeux, mais dans sa zone. Hein. Dans sa zone, moi je trouve que son niveau est équivalent. Alors certes, peut-être un petit peu légèrement en dessous parce que il a une année de plus et qu'il n'est pas sur la pente ascendante de sa carrière, hein, largement plus. Après,
En zone offensive, oui, mais il a moins de responsabilités du côté offensif dans le système de Christian Dubé. Clairement, le défenseur numéro un, c'est Gunderson. Et c'est par Gunderson qu'il faut que le jeu passe. Si Rantakari vient, il aura des responsabilités encore plus défensives que jusque-là. Et c'est clair, c'est pour ça que je rappelais la présence de Dufner, parce que pour moi, Dufner est l'élément qui permet à Diaz d'être Diaz. Tandis qu'avec un Yeker ou avec un Souter ou avec un Chavaya, il a moins ses responsabilités. Il doit être plus équilibré dans son jeu et c'est l'offensif qui est légèrement péjoré. Je suis assez d'accord avec toi. Diaz, je pense, a des consignes dans le système de Dubé très, très défensives et ne se porte pas à l'attaque. D'ailleurs, si vous regardez le nombre de buts de défenseurs cette saison à Fribourg-Gotteron, c'est pas non plus, on va dire, la folie. Hein. C'est clairement le système qui veut ça et les attaquants qui ont mis le feu toute la saison depuis septembre dernier au but adverse. Donc, plus rétrogradé, très bon, bien sûr, dans son jeu défensif, malgré la perte de puck qu'il fait, qui est regrettable lors du match-up, mais pas beaucoup de déchets quand même pour Diaz. Je veux dire, son expérience, et regardez-le, on a quand même beaucoup de caméras qui vous sont proposées pour suivre cette demi-finale quand il va au banc. À peine il arrive, il n'a pas le temps de respirer, le garçon, qu'il est déjà en train de coacher le jeune qui est à côté de lui. Ouais. Et ça, c'est précieux. C'est pour ça aussi que Fribourg l'a engagé. Et c'est pour ce tout-là. Alors, moins visible, oui. Bien sûr qu'il aimerait plus avoir aussi de temps de jeu en deuxième powerplay, qu'il aimerait peut-être plus être à la passe et être actif dans l'offensive de Fribourg-Gotteron. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'idée. Je vais prendre, messieurs, on va conclure sur cette série parce que le temps file déjà à toute allure. Je vais prendre 2 derniers commentaires, un plus négatif, un plus positif. Il y a Thierry qui nous dit « Fribourg doit maintenant gagner la série 4-1. Avant la demi, personne n'a fait un tel pronostic pour ce que ça vaut nos pronostics. Mais quand même, c'est une question de momentum, c'est une question de confiance. » Et Yannick nous dit « Sincèrement, je suis assez surpris du rythme de Fribourg. Je leur donnais pas cher aux prolongations pendant la série contre Lausanne. Faut avouer qu'ils tiennent super bien le rythme et les matchs sont plaisants à regarder. C'est vrai que Fribourg nous donne jusqu'ici une très bonne saison. On va inclure toute la saison qu'ils nous ont donnée et on va voir vraiment l'acte 3 va être le moment clé de cette série-là et de cette saison-là. Tu relances à 2-1 demain soir avec un match convaincant qui rassure beaucoup de monde, qui te rassure aussi. Ouais. Pour les joueurs et l'entraîneur du B. Je ne dis pas que la machine est relancée. En face, ça reste un solide Zurich, mais il faut ce point demain soir, quel que soit le dénouement, que ça doit être en 8e prolongation, comme facilement dans les 60 minutes. Et demain, il y a seule la victoire qui compte. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis le public aura son rôle aussi à jouer. J'ai vu plusieurs messages de Richard aussi qui disait qu'il fallait mettre le feu à l'ABC Farnas. C'est exactement ça. Tu en as parlé, David, aussi sur l'acte 1. Maintenant, Fribourg doit prendre tous les éléments positifs. La fin du deuxième tiers, c'est 10 minutes où vraiment Zurich n'existait plus pendant 10 minutes. Il faut le soutien du public. Il ne faut surtout pas abandonner. Il n'y a que 2-0. La série peut tourner. Regardez, Zurich l'a fait contre Vienne. Et comme le disait Thierry, il faut gagner. Comme tu disais aussi, Joe, pas perdre demain parce qu'aller gagner une fois au Wahlenstadion c'est possible. Pour renverser la série, c'est possible. Mais si la mission, c'est d'aller le faire 2 fois en 4 matchs, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà pour cette série. Évidemment, on vous donne le rendez-vous en studio demain soir dès 19h30. Ce sera encore une fois notre match studio. Cet acte 3 entre Fribourg et Zurich. On va maintenant passer à l'autre série de demi-finale qui oppose Zug à Davos. Avec des Zugois qui mènent là aussi 2-0 dans la série. Un premier succès en ayant blanchi. Le deuxième en toute fin de rencontre, j'ai vraiment envie de dire. 2-0 pour les Zugois qui, sur ces 120 minutes de disputées, ont la mainmise clairement de cette série. Davos s'est sorti fatigué de son quart de finale contre Rapperswil. On pensait que ça pouvait payer peut-être dans le deuxième tiers de l'acte 1. Ça a été compliqué, tu étais au match, Joe, tu vas pouvoir nous le dire. Et par la suite, Zug a cette énorme faculté de maîtriser son sujet. Et hier a fait très mal avec ce but qu'on va forcément évoquer, qui tombe à 15 secondes de la fin sur une pénalité et tout. Mais allons dans l'ordre.
Toi, le match 1, déjà, de cette série, puisque tu étais la Bossarde, comment tu l'as vécu? Tu sais, David, c'est moi qui ai écrit le texte d'ailleurs qu'on a mis sur le web là, pour présenter cette série-là. Et je me disais, bon, Davos sort de 4 victoires consécutives, ont le momentum contre une équipe qui n'a pas joué depuis 8 matchs. C'est bien beau de sortir une équipe en 4, mais ça peut être aussi un couteau à deux tranchants parce que tu rentres dans ta série, oui, reposé, mais plus nécessairement avec le rythme de match. Le coach Dan Tagnes disait avant le match, on a vraiment pratiqué sur un pace, sur un rythme de match. On a vraiment augmenté le rythme pendant les entraînements pour rentrer prêt dans ce match-là. Et j'ai vu un Zug mature, un Zug prêt à faire face à Davos. Pourquoi? En première ronde, qu'est-ce qu'on a dit Davos? À quel moment la série contre Rapperswil a changé quand Davos a commencé à jouer physique? Qu'est-ce que Zug a fait en première période contre Davos? S'est mis à les frapper. Elle frappait tout ce qui bouge. C'était une première période hyper physique, complètement dominée. Je pense que les tirs, là, si je me souviens bien, c'est 16-3 en première période. C'est Eschliman qui a gardé l'égalité 0 partout. C'était complètement une domination de Zug. Et là, ils ont joué un jeu physique. J'avais l'impression qu'ils disaient à Davos, nous, peu importe ce que vous voulez nous faire, on est prêt et on va être supérieur à vous. Après, ils ont un peu calmé le jeu, ont pris les devants et ont managé, ont vraiment joué un match où est-ce qu'ils fermaient le centre, donnaient pas trop d'opportunités, on jouait avec une avance, on est confortable avec une avance. Et lorsqu'on donne des chances de marquer, ben, il y a un certain Leonardo Giannoni qui est encore une fois excellent. Je veux dire, en play-off, on voit Giannoni année après année nous faire des séries à la hauteur de ce qu'il est comme gardien de but. Et ça s'est traduit par une victoire de 3-0, 100% méritée. Et encore une fois, le power play qui fait la différence. J'en parlais avec Niklas Henson et il me disait encore que oui, ce serait un élément important dans cette série et que pour l'instant, tout roule pour ce power play. D'ailleurs, encore hier, 2 buts sur le power play. Moi, je veux noter aussi la performance de Christian Joss, qu'on a peu parlé. On a beaucoup parlé de Niklas Henson à Zug, mais Joss, l'autre défenseur étranger, depuis le début des playoffs, il a au moins 1 point dans chacun des matchs. Je l'ai senti corps arrière. Je l'ai senti, il amène un aspect physique intéressant. Il a un très bon coup de patin. Et le but qu'il a marqué dans l'acte 1, c'est drôle parce qu'il fait un jeu, un set play pour obtenir un bon tir des poignets et frappe le poteau, l'extérieur du poteau. Et après 15 secondes plus tard, on voit exactement le même jeu. Et c'est 2 mm peut-être à côté, c'est l'intérieur du poteau qui le frappe et c'est le 1-0. C'est le but vainqueur. Et encore hier, marque le premier but. Il joue une série incroyable. Mais là, Pascal, moi j'ai l'impression que Davos, à force de perdre, là, de 1, tu as la confiance qui est plus là parce que là, tu tires 0-2 dans ta série et tu tires de l'arrière 0-2 dans ta série, mais c'est pas Rapperswil que tu as. C'est Zug et j'ai pas l'impression que la confiance doit être au top pour Davos. Bon, clairement, et comme tu le dis, c'est par rapport à en face, ce sera pas évident de retourner la série de 0-3 à 4-3. Demain, Davos, on va devant une grosse mission d'aller essayer de battre Zug sur sa patinoire. Ça va être compliqué. Ils n'auront pas l'avantage, mais ils doivent utiliser un peu la frustration qu'ils ont en ce moment. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui parlait du geste de Barhoffner sur Eschliman qui n'a pas été sifflé. Il y a eu encore cette scène à la fin du match avec Sragen à la fin du match 2 qui, alors dans le livre des règlements, clairement, c'est une faute et Sragen ne doit pas mettre sa canne à cet endroit-là, à ce moment-là. Il pouvait l'éviter. Le coup de sifflet est malvenu, mais c'est les joueurs maintenant qui doivent récupérer cette frustration, le mettre sur la glace dans leur envie et puis aller bousculer ce Zug-là, aller chatouiller les leaders comme Gregory Hoffman, comme Joes, comme Hanson. Mais ils ont réussi à le faire quand même en début de match et en menant rapidement au score après 1 minute de jeu chez eux, de se dire c'est ce match-là qu'il faut à Davos pour réagir après avoir perdu le premier match 3-0. Ils l'ont fait, ils ont marqué avec Corvi. Joli but d'une passe de Marc Vizère qui est sorti des radars parce que je crois que lui, il était perdu dans une vallée parallèle depuis 30-40 matchs, Marc Vizère. Donc, content aussi pour lui qu'il retrouve aussi quelques émotions et tout. Mais sauf que derrière, si vous regardez un petit peu les statistiques de cette rencontre, il n'y a plus grand-chose du côté de Davos. Ce premier tir est plutôt bon et deuxième tir, vous tirez 3 fois.
vous tirez 3 fois et ça ne peut pas suffire. Et ensuite, en face, vous avez une équipe qui est redoutable sur 4 lignes, qui a un gardien monstrueux, qui a un powerplay qui fait la différence. Et il manque quelque chose. Alors oui, hier soir, on va y venir. Cette rencontre devait aller en prolongation. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Pascal, ce que tu pointes du doigt avant, c'était cette faute de Sgragen qui va sur le gant de Giannoni qui avait bloqué. Et M. Stricker, l'arbitre, manque un peu de psychologie sur le coup parce qu'il applique tout de suite le règlement, il donne la faute. Ah, pas juste un peu. Excuse-moi, on va en parler de cette faute-là. Les arbitres sont un élément tournant de cette série-là. Et ça ne devrait pas, en demi-finale, être le cas. Puis je comprends que t'es arbitre, tu dois respecter le livre des règlements. Mais là, il reste moins de 2 minutes, c'est 1-1 dans le match. C'est un geste. Non, tu ne dois pas faire ce geste-là. Si le gardien met la main sur le puck, tu ne dois pas aller poke-checker. Mais il va à une main, c'est faible et il sent presque mal l'avoir fait parce qu'au moment où il prend la décision de faire le poke-check, il voit encore la rondelle et ensuite la main posée, il fait le poke-check et la pénalité sort. Pardonnez-moi, mais c'est une faute grave pour moi de l'arbitre de l'avoir appelé. Oui, il respecte le livre des règlements, mais tu viens clairement teinter le match. Et l'officiel, dans un match de play-off, surtout à enjeu comme ça, tu dois être le plus invisible possible. Tu dois être juste. Tu dois faire respecter les... Si ça avait été un double échec en pleine gueule, si ça avait été le geste de Barofner justement dans l'acte 1, où est-ce que c'est un copier-coller et Schliemann met la main sur la rondelle et Barofner rentre à 2 mains, lui fait un slashing en plein casque, aucune pénalité. Et d'ailleurs, Barofner le savait parce que juste après, il tombe puis il se met en petite boule parce qu'il sait qu'il va se faire il va se faire réprimander par un joueur de Davos. Et qui y va? C'est Schliemann qui lui donne un petit coup sur le casque. Personne se fâche du côté de Davos. Il n'y a pas de pénalité. Je comprends que ce pas les mêmes arbitres, mais cette pénalité-là, je l'aurais... Si Sgragen rentre à 2 mains, lui donne un slashing sur la main, je comprends que tu le sors. Mais avec ce geste-là, tu peux pas appeler cette pénalité-là. Surtout que Giannoni a le puck bloqué et que l'arbitre a clairement une seconde et demie encore de réflexion. Oui. Il n'est pas pressé, c'est pas quelque chose qu'il doit appeler comme décision tout de suite parce qu'il y a moitié d'un mort sur la glace. Ça, c'est une situation, et on le sait, et Stéphane nous le dit assez souvent dans les studios, il faut aussi une part de psychologie chez les arbitres quand on arrive en prolongation, en fin de match, pour pas être, comme tu le dis, les vedettes de cette rencontre. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? Le power play et le but de Marco Müller qui donne la victoire à 15 secondes de la fin de Zug. Et Volven, alors il s'en est parmi. Hein. Ben là, on va en parler de Volven. Je pense qu'on n'a pas le choix. Avant de parler de Volven et de sa réaction, je vais juste faire une comparaison avec les arbitres de Zurich-Fribourg. C'est-à-dire que à un moment, Kylian Mottes prend 2 minutes pour avoir fait trébucher Yannick Weber dans le coin, devant les yeux de l'arbitre. La faute, il y avait, mais le temps que l'arbitre lève le bras, le jeu avait déjà continué. Parce que M. Lemlin, qui a appelé cette pénalité, a pris le temps de la réflexion de se dire est-ce que vraiment ça mérite 2 minutes? Donc le jeu était déjà reparti, et là il a levé le bras, il a sifflé parce que Fribourg avait le puck, mais il a vraiment pris le temps de la réflexion. Tandis qu'hier, comme tu le dis, Joe, sur la décision, M. Stricker, il siffle tout de suite. Il lève même pas le bras, tout de suite il monte Sgragen et il l'envoie sur le banc de pénalité. Et moi, ce qui me permet de avec autorité, dire que finalement, il y avait pas presque une fierté, excuse Pascal. Qu'il n'y avait peut-être pas pénalité, c'est la réaction des Zougois. Parce qu'au final, il n'y a personne qui saute sur Sgragen non plus pour dire écoute, là, grand, s'il te plaît, t'évites. C'est juste une petite tape sur l'épaule pour dire hey, s'il te plaît, ça, fallait pas le faire. Mais on va en parler de Volven, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est clair. Écoute, moi, c'est un pétage de coche comme on voit au baseball. C'est comme ça qu'on dit, un pétage de coche. Il a clairement pété les plombs. Au baseball majeur, on a tellement... Pascal, tu as joué au baseball, c'est sûr que tu as déjà vu nombre d'entraîneurs qui arrachent les buts et qui les lancent, qui lancent tout ce qu'ils trouvent sous leurs mains. J'ai déjà arbitré un match où j'ai viré un entraîneur parce qu'il était venu me parler, comme on le voit dans les vidéos, c'est-à-dire nez contre nez, enfin casquette contre casquette. Heureusement qu'il y a la casquette pour éviter qu'on se touche. Et là Volven qui pète les plombs de cette façon-là, je comprends sa frustration,
Mais là, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Et la National League qui a demandé que cette scène soit revue, qui a demandé là, qu'on dépose, qu'on fasse une procédure contre Christian Volvend. David, est-ce que tu penses qu'on va revoir Volvend dans cette série-là? Est-ce que tu penses que ça mérite une sanction longue? Alors, deux choses. Est-ce qu'on peut faire de l'humour avec ce que Christian Volvend a fait? En fait, il était Tu peut-être... sais que j'ai hésité toute la matinée à faire un réel. Je savais pas si on pouvait en rire, si c'est parce que je rejoins ce que Jérôme Bonnet a dit sur notre plateau dans le Puck and Goal. Il a dit c'est pas quelque chose qu'on doit montrer aux jeunes joueurs, c'est pas quelque chose qu'on doit montrer aux jeunes entraîneurs. J'ai hésité j'ai hésité à le mettre comme réel sur nos réseaux sociaux. Peut-être qu'il a trouvé que les arbitres étaient déshydratés et puis manquaient de lucidité pour leur donner un petit peu de boisson, je sais pas. Enfin voilà, bref. Finalement, c'était bien intentionné, son geste, c'est ce qu'il était en train de nous dire. Il était juste un peu énervé parce qu'il visait pas juste, donc il a eu besoin de 4 gourdes en fait. Bon bref. Bon, alors au niveau technique, parce qu'on parlait baseball, alors c'est catastrophique. Hein. Il va falloir qu'il aille s'entraîner avec du côté de Coire, il y a une équipe de baseball. Hein. C'est pas très loin de chez lui, donc il va pouvoir aller prendre des cours parce que franchement, c'était catastrophique. C'est la petite touche humoristique. Restons sérieux. Le geste, l'attitude est grave. Non, l'attitude est grave. Et je crois que parmi les entraîneurs restants encore dans ce championnat, c'est le seul qui pète les plombs comme ça. Ouais. Dubé peut s'en prendre à l'arbitre, Tangness. On a quand même une image de Grunborg qui tourne avant les émissions, hein, je vous rappelle. Filmé à Davos. Oui, mais c'était pas envers le corps arbitral. Ça, c'était calculé. Pour moi, ce que Grunborg a fait à ce moment-là, c'était calculé parce qu'il voulait un peu... la pub était mauvaise alentour de lui, puis il était pointé du doigt pour certaines choses, puis il a voulu un peu montrer de caractère. Pour moi, Volvend peut s'énerver, peut appeler l'arbitre, peut l'engueuler, peut lui déverser toute sa haine, qui a une part de vérité aussi. Faut le dire, il est sous pression, il a envie de plus, il sent clairement que le match bascule et puis qu'il le perd. Il peut frapper la porte, comme ça c'est déjà vu, mais il peut aussi envoyer un message comme ça à ses joueurs. C'est des suspensions aussi, ça a frappé la porte. Oui, mais elle est peut-être moins grave que ce qui l'attend. Quand on est à Davos, on peut le faire. Donc voilà, mais là, il vise les arbitres, messieurs. On touche déjà pas un arbitre, alors il les a certainement pas visés parce qu'ils étaient de l'autre côté de la glace, mais le geste, l'attitude, c'est à bannir. Et moi, j'espère qu'on ne le reverra pas sur le banc de Davos pour la fête de cette série, de cette saison peut-être. J'espère qu'on soit aussi exemplaire parce que ça laisse aussi une porte ouverte pour faire comme ça dès qu'on est un petit peu énervé. Parce que Pascal, oui, on pointe du doigt l'arbitre dans cette situation-là. Mais reste que l'erreur est humaine. Et je pense que l'arbitre le sait très bien qu'il a fait une erreur. Oui, de dire sa façon de penser, c'est une chose. Mais là, c'est inacceptable. Ah, mais pour moi, Christian Volvend, il peut devenir écarlate comme il sait si bien le faire. Il peut gueuler pendant 10 minutes sur l'arbitre à le rendre sourd. J'ai aucun problème avec ça. Comme le dit Alex Di Pietro dans le reportage que lui a consacré Jérôme Beuchat, notre collègue, qu'on mettra bientôt sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne l'ont pas vu, tout peut passer, mais le jet de boisson, c'est inacceptable. C'est une humiliation vis-à-vis de l'arbitre. En plus, là, il jette 3 gousses fermées. Donc, en plus, il peut blesser quelqu'un en envoyant. Puis c'est ce qu'il avait sous la main, parce qu'il avait trouvé un casque, une canne ou son bloc-notes, il aurait tout balancé aussi. Hein. Ouais, il y a une chose, les gars. Je sais pas si vous... parce que je l'ai re-regardé encore ce matin. Je sais pas combien de fois j'ai regardé. Puis j'analyse le non-verbal de Volvend. Et le bus marque, il est comme ça, tout calme derrière son banc. Et c'est après qu'il pète les plombs. Et on dirait que j'aurais plus pardonné si c'était le bus passe et il pète les plombs. Tu sais, un peu un élan de colère. Mais là, non, il est tout calme derrière le banc. Ça a dû monter, en fait. Et la moutarde. Ouais, mais c'est justement le temps qu'il a de faire... OK, je vais engueuler, je vais peut-être tout de suite retraiter au vestiaire. Qu'est-ce que je vais faire, il s'est dit. Oui, j'ai l'impression c'était pas nécessairement que c'était réfléchi, mais qu'il s'est dit, là, peut-être qu'il faut que je fasse un geste qui va saisir un peu tout le monde, va saisir mon équipe pour... Puis je pète les plombs, je lance tout ce que j'ai sous la main. J'ai de la difficulté à comprendre cette temps de réaction. Parce que moi, je sais pas, mais si je pète les plombs, je pète les plombs. C'est tout de suite. Quelqu'un me fait quelque chose, je pète les plombs là. J'attends pas... je vais prendre une grande respiration et après, je pète les plombs. Ouais, t'es en self-control jusqu'à un certain stade, mais c'est pas Christian Volvend. Thierry qui dit l'affaire Will Smith. C'est tout à fait ça. Mais j'aime bien aussi la réflexion de Patrice qui rappelle qu'on explique aux supporters que les clubs payent des amendes à chaque fois que les gens lancent des trucs sur la glace. Hein. Lugano avait fait tout un communiqué à l'époque
après avoir pris une 3 ou 4e amende. Alors si les coachs font pareil, bah oui, clairement, là, ça donne en plus une mauvaise image pour les supporters qui se sentent encore plus légitimés à balancer des objets sur la glace. Tu parlais de pétage de plomb. Moi, j'ai quand même été regarder un autre pétage de plomb un peu plus ancien. Ça se passe en 2010 en NHL, c'est Jim Playfair. Vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Hein. Ça s'écrit Playfair, le nom de famille. C'était avec Abbotsford. Il s'était fait suspendre et avait pris une très grosse amende de l'American Hockey. Lui, il avait pris les cannes de ses joueurs, il les avait pétées sur la bande. Bon, bah après, Et on je dirais- n'est pas à Voilà. l'abri Non, mais c'est... d'une sanction, messieurs, qui pourrait surprendre aussi hein, avec la Ligue. Oui, mais là, c'est la responsabilité de la Ligue de dire des gestes comme ça, on ne cautionne pas ça, ça ne passe pas. Volven est suspendu pour tout le reste des playoffs et peut-être plus, on ne sait pas. Amende salée. Là, on doit vraiment y aller d'un exemple de ça, ça ne passe pas. Et quand un joueur frappe un officiel, et là je ne suis pas en train de comparer les deux gestes, mais quand un joueur frappe un officiel, c'est les plus longues suspensions qu'on voit. Parce qu'entre joueurs, on dirait que ça ne dérange pas la Ligue. Mais lorsqu'un officiel est frappé, on y va de longues sanctions et tout. Ben là, ça c'est un geste qui ne passe pas non plus, qui atteint l'intégrité de la Ligue, le sérieux de la Ligue, je pense. D'une certaine façon, on doit y aller d'une suspension exemplaire à Christian Volvend. Pour que des gestes comme ça... C'est correct d'être frustré, mais des gestes comme ça passe pas. Oui, il y a Georges-Henri Tercier qui nous dit c'est un ancien employé de la Ligue. En plus, vu qu'il était dans les mouvements juniors des équipes nationales, il est toujours assistant de Fischer. Nicolas Chawarians qui dit on n'est pas à l'abri qu'il ait rien du tout avec cette Ligue aussi. Voilà. Est-ce qu'il va rester assistant de Fischer après ça? Moi, je lui enlèverais je le suspendrais pour cette année. Et ce serait justifié. Et moi, je trouve que ça aurait du sens d'y aller d'une décision comme ça. Parce que là, ça serait pas juste la Ligue, mais Swiss Ice Hockey aussi qui décide. Parce que les deux entités vont être séparées à partir de l'année prochaine. Ben, je pense que ce serait pas une mauvaise idée que même Swiss Ice Hockey dise en tant que fédération de hockey d'un pays, on cautionne quand même pas ces gestes-là. Et après, messieurs. Mais d'autant plus que les arbitres sont employés SIHF pour l'instant. Et je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine, s'ils seront employés SIHF et loués à la National League ou pas. Mais c'est en direction d'arbitres professionnels qui sont, entre guillemets, ses collègues de travail au sein de la SIHF. Donc là, il faut protéger au bout d'un moment. Certes, on l'a dit, la décision, elle était nulle au niveau de l'arbitrage, mais il faut protéger aussi, parce que sinon, après, c'est quoi? Ça va être un joueur, ça va être un président de club. On se met à la place des joueurs de Davos. Ils voient leur entraîneur, ils le revoient ce matin, à mon avis, tourner en boucle. Ils en pensent quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je suis quelqu'un, quand je jouais, j'aimais beaucoup avoir un entraîneur émotif derrière moi. Mais il y a toujours une limite. Soit que tu te retournes et tu te dis, mais c'est qui ce malade? Ou tu l'utilises un peu comme, là, il vient de péter les plombs, mais pour nous, puis on se regroupe derrière. J'ai de la difficulté à voir au niveau professionnel comment des adultes qui jouent le jeu, qui aiment ce jeu, qui respectent ce jeu, qui sont probablement autant frustrés que Volven. Est-ce qu'on a vu un joueur de Davos péter sa canne? Est-ce qu'on a vu un joueur de Davos lancer des choses sur la patinoire? Est-ce qu'on a vu un... Non. Et pourtant, il devait être frustré au même niveau que Volvend. Donc, j'ai de la difficulté à voir qu'un coach gagne le respect de ses joueurs en faisant ça. Bah, tu vois, au moment où il lance les gourdes, il y a aussi son assistant, Jürgen Jonsson, qui est déjà vers les joueurs, devant eux, en train de les coacher parce qu'il reste 15 secondes et qu'il y a encore du temps pour aller fini. Voilà. Donc, c'est deux attitudes quand même complètement parallèles. On sait qui est le cerveau de la bande, hein, c'est Jonsson, hein, et ça va être une grosse perte pour Davos puisqu'il repart en Suède l'année prochaine. Voilà. Après, il y a certains coachs, comme tu le disais, Jonathan, qui aiment bien aussi provoquer ce sentiment d'injustice dans le vestiaire en disant, bah, regardez, motivation. Tout le monde est contre nous. Alors, à Davos, c'est difficile avec certains joueurs de créer ce sentiment de tout le monde est contre nous parce que Davos a quand même fait partie des clubs longtemps protégés. Hein. On parlait de claquer la porte. On se souvient de l'image de Max Orley dans le documentaire des règles du jeu à Berne où il claque la porte. Derrière, il avait été sanctionné par la SIHF. Quelques années plus tard, Delcourteau fait la même chose à Davos. C'était limite, c'est pas grave Arnaud, ça va aller mieux la prochaine fois. Donc, il y a toujours, c'est pas faire deux poids deux mesures, mais voilà,
Max Orley était un habitué des amendes. Je sais plus, c'est le matin, je crois, une année qui faisait le calcul de combien est-ce qu'il avait payé d'amende au total. Il a été suspendu aussi pour certaines réactions. Euh, Maintenant, il faudrait aussi que Volven soit suspendu, soit clairement. Alors, moi, c'est une autre question. Est-ce que l'arbitre doit aussi être remis en question maintenant? Oui. On sait que tout Oui. Oui. passe au crible et tout ça, que Stricker est quand même un arbitre avec de l'expérience. Certes, il dégaine vite ou des pénalités, mais est-ce que lui, on doit aussi avoir un petit entretien avec lui au niveau de son chef des arbitres et tout ça? Ben, comme Pascal le disait, les arbitres sont des employés de la SCHF. Si je fais si je fais la comparaison avec l'Amérique du Nord, en NHL, les arbitres sont engagés par la NHL. Et lorsqu'un arbitre fait une erreur du genre, il est rencontré, parfois vont être privés de finale. Ce qui fait que les arbitres essaient vraiment de ne faire aucune faute professionnelle, parce que c'est, entre guillemets, une faute professionnelle qui s'est passée hier. Quoi qu'elle est justifiable, mais dans le cours du jeu, c'est ridicule, surtout quand dans l'acte 1, il y a des choses pires qui sont passées, qui ont été laissées passer. Mais moi, j'espère au moins qu'il va y avoir une réunion qui va se faire, qui va se faire parler. J'espère qu'il va y avoir, mais après, je pense pas qu'il va y avoir. Après, il y a eu tellement de fautes dans le premier acte, dans la première ronde entre Fribourg et Lausanne, puis pourtant, tu vois encore ces arbitres-là. Je pense pas que. Il y a Alors, Jean-Philippe. écoute, 2 secondes, Pascal. Il y a Jean-Philippe qui m'écrit que il était au match, il a fait les interviews d'après-match, et puis on doit aussi mettre en avant que les joueurs davosiens sont restés relativement courtois et diplomatiques dans leurs réponses devant les médias. Aussi. Ça, là, je voulais y revenir avant que tu me lances sur ça, les c'est à arbitres. saluer. Pour moi, Christian Volven, là, je compare ça un peu à un joueur là, quand on dit il pense plus au nom derrière qu'au maillot, qu'au logo devant. Volven a plus pensé à lui qu'à l'équipe en faisant ce qu'il fait, alors que les joueurs sont restés professionnels. Puis je pense à Mathias Bromé, pendant l'entrevue justement qu'il a fait à Jean-Philippe, et j'ai bien aimé le petit clin d'œil qu'il a fait de « on aurait dû gagner ce match-là ». J'ai l'impression que c'était il pointait en quelque sorte, sans le dire, l'officiel parce qu'on s'est fait voler ce match-là. Pas au niveau de la physionomie de la rencontre dans laquelle ils ont été dominés, mais de se dire en prolongation. On ne sait jamais comment ça aurait pu terminer, surtout que tu as un gardien comme Eschliman qui est en feu. Corvi a reconnu aussi à l'interview chez les Suisses allemands que selon lui il y avait faute, mais on n'en est pas resté à vraiment déverser déjà un bac de haine. À mon avis, les médias peut-être grisons peuvent le faire aujourd'hui dans leur revue de presse. C'est ça, on est resté professionnel. Dans le vestiaire, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, mais sur la patinoire, on est resté professionnel. Et ça, c'est tout à l'honneur d'un HC Davos qui n'est pas embarqué dans le jeu de son entraîneur. J'ai parcouru un petit peu les différents médias ce matin quand même un petit peu. Et ce qui sort, et notamment dans un article de Watson Alemanic, c'est que finalement, ce qu'on retient de cette fin de match, c'est l'attitude de Volven, c'est pas la faute de l'arbitre. Donc oui, les arbitres doivent passer au crible aussi et se remettre en question là-dessus. On sait que pendant les playoffs, il y a toujours des arbitres de réserve, donc on peut facilement remplacer et écarter Monsieur Stricker. Il y a 2 superviseurs d'arbitres par match, un qui évalue la performance sur la rencontre et un qui note. J'ai discuté avec Philippe Ritz qui justement fait ce rôle-là lors des quarts de finale contre Bienne. Il m'a dit, en saison, je vais regarder les arbitres pour les noter, leur faire des évaluations, mais là, je suis vraiment pour choisir, pour décider quels seront les arbitres qu'on va mettre en finale, en demi-finale. Donc, pour moi, c'est intéressant de voir ce qui sera fait avec Stricker aussi, qui est quand même un personnage depuis de longues années parmi les arbitres suisses, et de ne pas le voir pour ça, ça pourrait avoir sens, mais est-ce qu'on osera aussi se passer des services de Stricker? Ça, c'est une autre question. Bon, 1 heure de live, on parle encore un petit peu Swiss League, messieurs, puisqu'on a quand même un petit bilan du HCC à tirer. Voilà. Le HC La Chaux-de-Fonds qui a terminé sa saison la semaine dernière en étant très valeureux face à Holton, éliminé en demi-finale 4-2 dans la série contre les Souris, après avoir été mené 3-0. Très joli sursaut d'orgueil de la part des hommes de Thierry Paterlini, qui s'étaient défaits en quart de finale de Viège aussi de fort belle manière, avec pas mal de victoires à l'extérieur. Une saison régulière terminée 3e. Pascal, que t'aspire finalement la saison du HCC? Est-ce que tu utiliserais le mot de saison réussie? Alors d'un point de vue sportif,
et d'anciens sportifs, pas forcément professionnels, mais quelqu'un qui était très compétitif, non, parce que le but c'est toujours d'aller le plus haut possible. Euh, Après, d'un point de vue plus managérial, d'un point de vue club, oui. Je pense pas que Chaux-de-Fonds avait prévu de faire 102 points dans sa saison régulière. Je pense pas que Chaux-de-Fonds avait prévu de mettre autant de bâtons dans les roues à Cloton et à Holton durant la saison régulière et en play-off. Et à part ce petit moment où ils se sont fait peur contre Viège en quart de finale, la saison, elle est réussie. Ils auraient même mérité ce 7e match contre Holton, juste pour couronner complètement la saison. Joe? Faut dire que j'ai l'impression qu'on compare des pommes avec des oranges. Le budget de Lawton et Holton avec les licences B et tout versus le HCC, c'est merveilleux ce qui s'est passé. On était à un match de pousser l'acte 7 dans une série qui, sur papier, était gagnée d'avance par Holton. Deux équipes qui voulaient, qui aspiraient à gagner, qui avaient mis les moyens pour monter en National League. C'est tout à l'honneur du HC La Chaux-de-Fonds. Et je regardais les matchs parce que, bon, nous, on faisait les soirées web sur les studios qui se sont faits du côté de La Chaux-de-Fonds. Il semblait avoir une magnifique ambiance dans cette patinoire des Mélèzes. Ça fait du bien d'avoir un peu d'avoir ces spectateurs qui répondent présents dans cette patinoire, qui donnent une belle ambiance et qui soutiennent leur équipe, qui a tout donné. Et moi, j'ai mon grand moment de cette série-là et c'est l'entrevue d'après-match de Fred Iglesias. Et les émotions de Fred Iglesias quand il dit qu'il va prendre sa retraite du hockey professionnel. C'est là que tu vois que c'est une page qui se tourne, c'est des beaux moments. On voyait autant dans sa peine de la fierté des beaux moments, des beaux souvenirs, que de la tristesse de ne pas avoir réussi à aller chercher un dernier titre ou d'avoir participé à une finale à la toute fin. Mais il peut être fier de sa carrière et c'est un beau moment de télé, c'est un beau moment humain dans ce sport parce que oui, les athlètes, on les critique, on est sur Overtime, on a beaucoup de temps d'antenne en studio et tout, on les critique facilement, mais ça reste des humains qui aiment ce jeu, qui nous donne du spectacle chaque soir, qui donne beaucoup de temps à ce jeu-là, même si oui, c'est un job pour eux, ça reste quand même une passion et une vie. Tu dis beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Tu me permets de développer un petit peu? Vas-y. Pour revenir d'abord sur la saison du HCC, je dois dire que Loïc Bourcalter, Thierry Paterlini et tout le staff du HCC a travaillé fort durant tout l'été pour bâtir une équipe avec une équipe plus forcément à touche régionale. Il y en a toujours. Il y a des Jason Dubois, des Bouchareb, des Voirol, Servigno, le deuxième gardien, qui a toujours cette touche chaudefonnière importante pour l'identité du club. Mais on allait faire quelques paris avec des joueurs anciennement de la Zug Academy, faire revenir certaines valeurs sûres. Il y avait des Carbis qui étaient là, il y aurait du Arsterki, il est parti en cours de saison, on a récupéré David Muller. Les étrangers, deux Norvégiens aussi, assez original finalement, ça a assez bien fonctionné aussi. Et tout ça, on a essayé quelque chose parce qu'il fallait monter, parce qu'il y a un projet derrière dans le club de dire, à l'horizon 2025, on aimerait avoir les reins un petit peu plus solides pour aller voir si c'est possible d'aller voir en dessus des nuages si l'air est part en National League. Et Chaux-de-Fonds fait bien les choses pour l'instant. Se construit, se base. Cette saison, elle était presque un peu surprenante, j'ai envie de vous dire, parce que troisième, c'était au-delà des espérances. Et je crois que n'importe qui dans les rangs du HCC aurait signé tout de suite pour être troisième à 10 points de Holton, à quelques enclabures de Cloton, qui sont deux monstres de ce championnat. Donc tout a été bien. Mais tout ça peut tomber quand vous arrivez en play-off. Et quand vous héritez de Viège, c'était forcément compliqué. La Chaux-de-Fonds l'a fait avec caractère et en ayant des blessés quand même importants, notamment Stéphane Ulmer qui est la pièce maîtresse de cette défense qui n'a pas été là très longtemps cette saison et qui aurait vraiment pu apporter un step supplémentaire au HCC. Le retour de Sloan dans les buts quand Lausanne l'a libéré a fait du bien parce que c'était le gardien difficile à contourner sur lequel on peut s'appuyer.
Et il y a eu cette petite magie qui s'est inscrite dans ces playoffs de demi-finale contre Holton. Et ça, le public l'a bien compris et pouvoir beaucoup parler après les matchs que l'on a commentés sur place. Le président Olivier Calam était très content parce que lui, son pari de sa mission 2025, c'est de reconquérir le public avant tout. Parce qu'il les avait désertés avec 2 saisons après la finale contre Logenthal qui avait été perdu 4-0, qui ne venait plus au Mélèze. Et là, d'avoir 4700, 4200 lors des matchs, c'est le pari... C'est le pari réussi de les convaincre de revenir l'année prochaine. Et ce qu'ils ont vu, ces spectateurs, c'est une équipe qui a mouillé le maillot jusqu'à la dernière seconde en s'inclinant d'un petit but dans le 6e acte. Donc, il a été satisfait. Maintenant, est-ce que le public va revenir la saison prochaine? C'est une autre question. À eux de travailler en coulisses et Dieu sait qu'ils vont le faire assez rapidement pour leur proposer des abonnements, des offres et tout ça. Mais c'était vraiment le principal enseignement de se dire qu'à chaud de fond, on revibre pour le hockey sur glace et ça fonctionne bien. Ce que j'ai par contre pas aimé, c'est le dernier point que je vais dire, après je vais vous laisser la parole si vous voulez rajouter quelque chose, c'est Monsieur Calam, que j'adore parce qu'on est toujours très bien accueillis, personnage ô combien sympathique, mais dans le matin, il s'est laissé aller d'un petit commentaire que peut-être il regrette aujourd'hui, de dire que par rapport à Ajoie, eux veulent poser d'abord les fondations du club pour monter petit à petit, entrevoir la National League et pas commencer par le toit comme à Ajoie. Et ça, je pense que cette petite pique-là, même que Ajoie maintenant est à l'échelon supérieur, était un peu maladroite et inutile parce qu'elle a été très mal reçue, je sais, par des supporters chevronniers qui ne l'ont pas compris et surtout du côté d'Ajoie. Mais ça, c'est de la petite provocation peut-être maladroite d'après-saison. Moi, j'ai une petite question. C'est un commentaire de supporter plus que de président. Oui. Il était supporter avant d'être président. Oui, justement, c'est pour ça que il vibre toujours autant. C'est pas le seul président qui fait des commentaires qui pourraient se passer. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot maladroit. Oui. J'ai peut-être une petite question parce que j'ai écouté l'entrevue d'Olivier Calam justement au dernier match. Il a été question de Mathias Tretnes. Tu étais dans les matchs à la patinoire des Mélèzes. Est-ce qu'en coulisses, il y a un indice qui dit que Tretnes pourrait prolonger puis qu'on garde les 2 Norvégiens ou c'est encore un gros point d'interrogation? Alors, on a beaucoup parlé et j'ai même posé la question à Loïc Bourcalter pour tout vous dire, qui m'a répondu que ça ne serait pas une bonne idée de lui parler de prolongation de contrat dans ses playoffs. Parce qu'il a connu une saison un peu moins bonne, je ne veux pas dire moins bonne, mais un peu moins bonne. Il a surtout été aux côtés d'un Sondre Holden qui a été très très bon, qu'on a prolongé. Ça a peut-être dû le piquer aussi, Tretnes, de ne pas avoir le contrat et tout ça. Il devait le prouver dans ses playoffs. Ça n'a pas tout le temps été statistiquement éloquent, mais c'est un énorme travailleur. C'est un gars qui va faire le sale travail, défensif aussi. Et rien que le 6e match, il a aussi prouvé qu'il avait encore son rôle à jouer là-dessus. Et il a marqué, il a fait une super passe de but et tout ça. Il a vraiment cette âme-là de peut-être vouloir garder. Et moi, pour avoir aussi parlé beaucoup avec les journalistes qui suivent, Julian Cervigno, Vincent Costet, l'idée serait de les garder. Voilà ce qui se dit. Mais il n'y a encore aucune confirmation qui est là. Parce qu'on sait ce qu'on a aussi avec Tretnes. Si vous allez chercher un autre étranger, vous repartez peut-être de zéro. Et ce n'est pas l'étranger qui est enfermé chez lui, à passer ses nuits, à parler avec la famille de l'autre côté l'Atlantique, à jouer à Fortnite et tout ça. C'est quelqu'un qui est apprécié aussi pour tout ce qu'il fait. Il n'est pas capitaine pour rien d'une équipe non plus. Ouais. Donc moi... Je continuerai, mais je ne suis pas directeur sportif. Et peut-être que d'avoir 2 Norvégiens, 2 gars qui parlent la même langue, qui ont les mêmes origines, ça aide toujours à une cohésion. Pascal, il y a une question de Patrice qui demande, c'est bien pour le HCC cette saison, mais avec la perte de Cloton ou d'Holton, parce que là, c'est sûr qu'il y a une des 2 équipes qui va monter en National League. Donc, il y aura 14 équipes l'an prochain en National League. Il y a Bâle qui va monter puisque c'est les champions de la MySports League. Il demande, est-ce que cette ligue gardera de l'attractivité? Parce que l'écart se creuse quand même beaucoup entre les équipes de tête et le reste du groupe. Il ne faut pas oublier, là, c'est quoi, c'est Zug Academy qui met fin aussi à son programme? Oui, qui arrête puisque les clubs de Swiss League ne voulaient plus de la Zug Academy. Donc Zug a pris acte de la décision et a suivi la décision, et je crois comprendre que certains clubs comme regrettent un petit peu d'avoir forcé la main à Zug de supprimer son équipe, puisque derrière on essaie de sauver aussi les Ticino Rockets et de conserver les Rockets en Swiss League. Alors oui, il y aura une perte d'attractivité parce que c'est une grosse cylindrée qui va disparaître et que l'automne a permis aux autres clubs aussi d'attirer
du monde dans les patinoires, comme ça a été une grosse perte qu'Ajoie monte finalement, notamment pour Chaux-de-Fonds, puisque les derbies ont disparu. Maintenant, c'est aussi à la Swiss League de se réinventer. Elle veut se réinventer. Enfin, ce que Alain Bonnet nous disait quand il est venu dans Overtime, c'est qu'on n'a aussi pas laissé le choix à la Swiss League de se réinventer avec la National League qui a décidé de devenir une SA indépendante et de faire sa tambouille dans son coin. Donc, maintenant, c'est à la Swiss League de se réinventer, d'aller chercher ses supporters, d'aller se trouver son produit, sa niche dans son produit et d'exploiter là-dessus. Et le fait de réattirer les gens à la patinoire du côté du HCC, bah maintenant, clairement, le HCC doit devenir une des locomotives de la Swiss League pour remplacer le club qui va monter. C'est sûr. Et essayer de tirer les autres clubs vers le haut, peut-être en se rapprochant aussi au niveau administratif, pas forcément pour des fusions ou autres, mais de Sierre, de Viège, qui sont des clubs ambitieux dans leur région, qui sont des régions périphériques par rapport au reste de la Swiss League. Tu auras toujours 4-5 clubs qui sont les locomotives. Langenthal, Cloton-Walton s'il reste, Chaux-de-Fonds, Sierre maintenant qui est établi. Turgovie prend un virage important. Ils vont se séparer de leur coach Stéphane Maïr et à voir. Mais celui qui va arriver aura quand même, on va dire, une ossature, une colonne vertébrale bien bâtie pour pouvoir faire de nouveau des résultats puisque Turgovie s'est vraiment mis maintenant dans le top 6. C'est plus derrière qu'il faudra travailler maintenant pour élever le niveau, puis pas avoir ce championnat à 3 vitesses. Les équipes qui jouent le titre, les équipes qui veulent se qualifier pour les playoffs et celles qui se battent pour pas être dernières. Donc c'est ça qu'il va falloir un petit peu plus on va dire homogénéiser pour arriver à quelque chose de plus cohérent au niveau de la Swiss League. Maintenant, dernière question, on ne va pas parler trop. Cloton-Holton, messieurs, ça commence ce soir, la grande finale, celle que tout le monde voyait en avant-saison. Vos favoris? Pascal. On voulait commencer. Hein, là, c'est une grosse épine dans le pied que tu mets parce que au niveau effectif, au niveau budget, au niveau ambition, au niveau plan, Cloton est clairement favori dessus. Holton a tout à gagner dans cette série. Ils n'ont rien à perdre. Eux, vraiment, s'ils ne sont pas promus, bah, c'est pas grave. Ils pourront mettre l'ouvrage sur le métier l'année prochaine. Ils n'ont pas planifié ça. Ils ont un an de retard sur leur plan initial. Donc, Cloton a la pression, comme l'année passée. Et pour moi, Holton pourrait jouer un mauvais tour. Mais dans ce cas-là, pour revenir sur l'attractivité de la Swiss League, je pense que si Holton est promu, Cloton va perdre en attractivité parce que les dirigeants vont commencer à dire il va falloir qu'on refasse tout un plan et il faut repartir un petit peu plus léger la saison prochaine. Ça va être très serré, j'ai l'impression. Mais je vais y aller avec Cloton par l'expérience d'avoir raté une promotion. Je pense qu'ils vont rentrer dans cette série-là avec une volonté encore plus grande, je pense, que l'année passée de monter parce qu'ils se sont fait jouer un tour alors qu'on les voyait tous monter. Donc, je vais y aller avec l'automne, mais je pense que ça va être une longue série très intéressante à suivre. Je retourne la question différemment avant de donner mon avis. Est-ce que ce blocus de la saison dernière contre Ajoie peut pas revenir comme un vieux cauchemar cette saison si Holton les tient à la gorge? Si Holton remporte le premier match, on va commencer à se poser des questions. Par contre, qui garde le filet de Cloton? C'est un certain Tim Wolf qui, lui, a gagné la promotion, qui sait ce qu'il faut pour gagner. C'est un très bon gardien. Donc, je pense, mais c'est justement là l'expérience de perdre. Dans chaque défaite, tu dois apprendre. Et je pense que Cloton... Je leur souhaite d'avoir appris. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais je rejoins Pascal. Si Holton passe, Cloton l'an prochain, à voir ce que ça va être. Parce que après, là... Tim Wolf dans les buts, depuis qu'il est arrivé, il a mis des points importants au show pour Cloton contre Turgovie. Mais c'est Zurkirchen, ton gardien, pour les prochaines années. Et c'est Wolf qui doit t'amener en National League. C'est pas top comme message que tu fais passer à Zurkirchen. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et après, Zurkirchen, si tu montes en National League, lui se verra peut-être être mis aux côtés d'un gardien étranger. Donc c'est Zurkirchen la grande victime finalement de ces playoffs et de la saison prochaine. Le gardien qui t'a amené où est-ce que tu es en ce moment. Mais
c'est le problème de donner une licence B à Tim Wolf. Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il est bon? Oui. Mais moi aussi, j'ai un petit peu de difficulté à remplacer tes joueurs qui t'ont amené là par des joueurs qui sont éliminés. Ah, ben on les prend, on remplace nos meilleurs éléments, on change un peu la dynamique du groupe. Et oui, ben Türkirchen va passer deuxième. Alors, avant que tu donnes ton avis, David, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que le facteur X ne pourrait pas être Dominique Forget? Bien sûr. Dominique Forget qui n'a pas pu chausser ses patates très souvent dans cette demi-finale, blessé à une jambe, je crois, pas plus d'informations à ce sujet, et qui essaye de s'entraîner, qui aimerait revenir. Il voulait essayer de revenir s'il y avait match 6, c'était un peu court au Mélèze. Match 7, peut-être, donc on peut espérer le voir jouer. On le souhaite parce que ce joueur est tellement cool à voir et ce qu'il amène encore à plus de 40 ans sur la glace est génial. C'est le troisième étranger, si on veut, de par son rendement et de son leadership et de son expérience. Donc oui, clairement. Et j'ai dit que je mettais Cloton vainqueur, là, mais je souhaite sincèrement pour la personne qu'il est à Dominique Forget, qui rêve d'avoir au moins une chance en National League. Je lui souhaite de terminer sa carrière avec une promotion et une éventuelle saison en National League si ça se poursuit pour lui. Après, c'est vrai que si vous regardez les effectifs des deux équipes, vous donnez un avantage à Cloton, ça paraît logique. Ils ont tout fait l'année dernière pour monter. Ils avaient déjà une belle équipe, ils l'ont encore renforcée. Il y a maintenant ce jeu de licence B, mais qui favorise les deux équipes, quelque sorte, parce que Holton a quand même une défense clairement différente de ce qu'il avait en saison régulière. Mais c'est vrai que il y a encore Matteo Nodari qui est arrivé. Bref, Cloton a de la profondeur, Cloton a de la qualité. Mais Cloton a des vieux démons qu'il a aussi démontré contre Turgovie. Et ce qu'a fait Turgovie doit aspirer Holton, ça c'est clair. Parce qu'ils les ont poussés dans leur dernier retranchement. Je ne dis pas qu'en quart de finale, pour Cloton, c'était trop facile. Ça serait manquer de respect au Getseka, mais ils ont quand même joué sur un patin. On a vu les limites des Getseka Lions aussi. Hein, donc voilà. Donc là, c'est clair que Cloton part à 60-40 pour moi. 4-2 parce qu'ils peuvent aller en gagner une au Kleinholz. Mais cette série est quand même très très indécise. Et pour reparler aussi avec Andreas Hagman et les experts qui viennent de MySports Alémanique suivre les matchs et commenter. On prend toujours le temps de boire un petit verre après les matchs quand on est sur place. Petite tradition de Swiss League. On parle beaucoup avec les gens et tout. Mais nos collègues alémaniques disent c'est 50-50, messieurs, avant le coup d'envoi. Et on ne peut que s'en réjouir. Donc ça commence ce soir. Ce soir pour le premier match avec Régis Cerf et Jérôme Bonnet qui seront aux commentaires. De quoi trouver toute la transition, Jonathan, pour aller au programme de la semaine. Tu as bien raison. Allons-y. Et pourquoi ça ne part pas? Ah, voilà. Il est fatigué. Donc ce soir, Cloton Holton qui sera l'affiche à suivre. Demain, la suite des demi-finales de National League avec l'acte 3 et on va alterner comme ça toute cette semaine, de quoi vous offrir du hockey sur glace tous les soirs. Non, pas tout à fait, David. Semaine spéciale. Il y a vendredi saint. Merci Pascal. Attention, samedi, la Swiss League joue à 17h, juste avant la National League. J'y arrivais parce que c'est un week-end Pascal qui arrive, et non pas Pascal Eberhardt. Et on joue aussi lundi, bien sûr la NHL ce dimanche avec Florida à Détroit. Et lundi, on va jouer lundi de Pâques, 17h aussi pour l'horaire de la Swiss League et 20h. Ça, horaire inchangé pour la National League. Et ça promet. Floride-Détroit, match de NHL, il ne faut pas manquer. Hein, Floride qui est une équipe hyper spectaculaire. Et puis le sous-tard qu'on va pouvoir voir sous le maillot de Détroit. Messieurs, je n'ai pas encore parlé avec Danny pour ce match, mais avec Danny Gélina, mais je pense qu'il se réjouit comme moi de pouvoir commenter cette rencontre. Les matchs des Panthers sont toujours très spectaculaires. Pour Denis qui nous a salué là, il y a 8 minutes à peine, il est arrivé en retard, il nous le disait sur le chat. L'émission va être disponible sur YouTube et nos plateformes de streaming, SoundCloud, Apple Podcast et Spotify dans la journée. Donc, pour nous réécouter en voiture ou où vous voulez, finalement. Où vous voulez, dans le train. Dans le train, dans la sieste pour vous relaxer, dans les transports publics et tout. C'est que moi, je consomme mes podcasts en voiture, voilà. Ouais, en faisant la cuisine, tout est possible. En faisant le ménage et tout. Et pour répondre à Patrice avant de terminer, est-ce que vous fumerez aussi quelques cigares cette année, messieurs? Je sais pas. Est-ce que tu viens, Patrice, à Cloton ou Holton, nous faire une cargaison? On peut toujours qu'un d'œil à la saison dernière, forcément. Mais voilà.
C'est sympa. Merci à vous pour vos nombreuses questions. On apprécie toujours discuter avec vous et passer cette heure et demie en votre compagnie. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Joe. Merci Salutations, à vous, messieurs. Salutations à tous. Et n'oubliez pas, demain, 19h30, je serai en studio pour animer l'acte 3 des playoffs. Et prochain overtime, non pas lundi, Pascal, prochain, mais mardi à midi. Notez déjà le prochain rendez-vous. Passez une très, très, très belle fin de journée, une belle semaine placée sous le signe du hockey sur glace. Bye bye. Bye. Bye bye.